Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Comment pouvons-nous accompagner au mieux nos enfants adolescents et adolescentes à travers les tumultes de la puberté sans projeter sur eux et sur elles nos propres peurs et insécurités ? C'est vrai que dans ce podcast, on n'a pas encore beaucoup parlé des adolescents et des adolescentes. Eh bien, allons-y. Dans cet épisode, nous allons explorer ce sujet essentiel avec Florence Bramy, psychologue et docteur en psychologie, qui a une expérience riche et variée allant de la pratique en cabinet libéral à l'enseignement universitaire, en passant par les institutions et les crèches. Rien que ça. Florence se distingue par sa capacité à analyser des dynamiques familiales avec une grande finesse, tout en offrant des conseils pratiques et accessibles. Je sais que nous en sommes tous et toutes très friands par ici. Avec Florence, nous avons abordé des thèmes cruciaux tels que les transformations corporelles des adolescents et adolescentes, la gestion des complexes et l'importance de l'écoute attentive. Nous avons également discuté des différences d'impact de la puberté entre les garçons et les filles et comment cela influence la perception sociale et personnelle des adolescents et adolescentes. Florence nous éclaire avec une approche bienveillante sur la manière dont les parents peuvent aider les enfants à traverser cette période de transition avec confiance tout en respectant leurs besoins d'intimité. Parmi les questions auxquelles nous avons répondu, comment les parents peuvent-ils accompagner les adolescents sans se surinvestir ? Quelles stratégies peuvent-ils adopter pour rester à l'écoute sans minimiser ni dramatiser les émotions de leurs enfants ? Et surtout, comment instaurer une relation de confiance, même face aux défis imposés par les nouvelles expressions de genre et les questionnements identitaires ? Cet échange offre une véritable plongée dans le monde complexe, passionnant et un peu effrayant pour nous, de l'adolescence. Une période où nos interactions peuvent avoir un impact significatif sur leur épanouissement, sans tomber dans le drama non plus. À travers l'apport précieux de Florence Bramy, vous découvrirez des outils concrets et des perspectives nouvelles pour naviguer cette phase de vie avec sérénité et compréhension. Restez avec nous, préparez-vous à être inspirés et outillés pour mieux soutenir vos adolescents et adolescentes dans leur quête d'identité et de confiance. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Florence Bramy, comment les parents peuvent-ils accompagner leurs adolescents et adolescentes dans la puberté sans projeter leurs propres peurs ou insécurités et comment aider les parents à ne pas se surinvestir ou surinvestir dans les changements corporels des enfants ? Je vous souhaite une bonne écoute. Grosse question pour commencer, on y va directement avec l'entrée dans la puberté, donc Ouais. on y va fort. Il y a quelque chose qui est important par rapport à cette puberté. C'est l'œil extérieur. Donc, en tant que parents, je dis on parce que je m'inclus dedans, on a un œil sur nos enfants et les enfants, il faut avoir en tête qu'ils ont un œil sur eux-mêmes. Mais on n'a pas la même vision des choses, tous. Nous, on a notre vision en tant que parents, on le voit grandir et bien sûr, on le compare aux autres. Et lui-même se compare aux autres enfants et adolescents. Nous avons également en tête nos propres références de ce que doit être un adolescent et eux-mêmes de ce qu'ils devraient être. Et nous, en plus, on a en tête ce qu'on aurait aimé être, ce qu'on a vécu et ce par quoi on est passé. Et c'est là qu'effectivement, il peut y avoir des projections et c'est là donc que je vais commencer à répondre à votre question. Mais C'est bien de poser le cadre. Voilà, fallait poser un contexte quand Bien même. sûr. Donc, en fonction de la façon dont on a vécu soi-même sa puberté, sa poussée de croissance, ses transformations corporelles qui ont été peut-être plus ou moins denses et intenses, on va avoir effectivement à un moment donné des inquiétudes pour ses enfants. Et on le voit apparaître assez tôt, vers 10-11 ans, quand ils commencent à se transformer. On se dit, oh là là, comment ça va se passer, quoi ? Est-ce qu'il va bien le gérer ? Est-ce qu'il ne va pas trop pousser d'un coup ? Est-ce qu'il ne va pas pousser 3 ans après les autres ? Ce qui arrive beaucoup pour les garçons, d'ailleurs. Donc, les inquiétudes arrivent en CM2, en général, quand on commence à voir vraiment les différences entre les enfants. Donc, nos propres inquiétudes, l'important,
c'est de vraiment les conscientiser. Alors, c'est un gros mot pour dire en gros, on les garde en tête et on fait bien la différence entre ce qu'on a vécu et ce qu'eux vont vivre. Ça n'empêche qu'évidemment, c'est important de se souvenir que c'était difficile à cette période-là. Parce que sinon, à ce moment-là, votre ado vous dit « Ah, je me sens mal dans mon corps » et on lui dit « Ah, c'est bon, ça va passer ». Non, on ne peut pas faire ça. Mais on ne peut pas non plus faire « Oh là là, mon Dieu, j'espère que ça va aller. Bon, écoute, on va directement aller voir un psychologue. » Non, on a en tête que c'est une période qui va être un peu difficile, qu'il y a des choses qui vont se développer chez l'enfant qui ne vont pas forcément être agréables pour lui. L'acné, par exemple. La poitrine qui pousse pour les filles, c'est souvent quand même un problème, surtout quand il y a du sport, etc. Les hanches qui s'épaississent, c'est un problème dans nos références actuelles. Et pour les garçons, le plus gros problème, c'est surtout le retard de croissance. C'est-à-dire que quand on commence à avoir en 5e des garçons qui ont de la moustache et qui sont grands, et puis d'autres qui sont tout petits, là, pour les garçons, c'est compliqué. Donc, à nous de faire avec nos observations et avec ce qu'on a vécu, sans leur projeter dessus. En fait, on reste ouvert à nos enfants et à ce qu'ils vont nous dire. On évite de leur amener nos inquiétudes en plus. En revanche, quand eux, ils ont des inquiétudes, évidemment, on les prend en considération. On les écoute. Et aujourd'hui, en tout cas en France, dans le monde dans lequel on vit, on a tous les professionnels du monde pour pouvoir dire à nos enfants, écoute, voilà, si tu as peur de ne pas grandir suffisamment, on va aller chez le généraliste et puis on va voir. On va regarder, il va te mesurer, on a des courbes de croissance, des calculs, et on peut le rassurer comme ça. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, on ne dramatise pas, mais on ne met pas non plus ça sous le tapis en lui disant « Écoute, ça ira mieux quand tu auras 22 ans ». Parce que cette période, elle va quand même durer 10 ans, et que c'est 10 ans assez difficiles. Oui, c'est important quand même de rester dans l'écoute, que l'enfant, avec sa figure d'attachement, en l'occurrence, sache qu'il il ou elle peut tout exprimer, quoi. Exactement. Alors, moi, j'entends, dans ce que vous disiez, pour les garçons, il y a la voix aussi, non, quand même. Oui, il y a la voix qui change, tout à fait. La voix qui mue, moi, j'ai des souvenirs de lycée et tout, où en effet, moi, ma voix muait tardivement. J'étais très grande tôt, mais ma voix muait tardivement. J'étais plutôt un berbe, moi aussi. Et c'est vrai que ce que vous racontez, c'est vraiment hyper intéressant parce que dès le collège, en effet, il y en a où il va y avoir des manifestations physiques qui vont être très présentes très tôt. Et qu'en effet, du coup, on va en tout cas, le climat de société, donc j'estime que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Ils sont plutôt valorisés, en fait, ces garçons-là, c'est ça ? Ouais. Okay. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Ils sont plutôt très valorisés. Alors, sauf vraiment quand ça arrive vraiment très tôt. Par exemple, quand on commence à avoir de la moustache en CM2, c'est difficile à gérer. Ouais, je comprends. Mais sinon, globalement, quand on est sur de la 5e, donc ça veut dire 12 ans, là, ça commence à être valorisé. Ouais, et d'ailleurs, ces enfants-là qui ont une poussée de testostérone, il faut le dire, hein, on ne va pas faire de patriarcat, mais oui, voilà. Non, bien sûr. On est dans la biologie quand même. Voilà, on est dans la biologie. Et donc, au niveau des hormones, on les voit quand même devenir un peu ce qu'on pourrait appeler, si on faisait de l'éthologie, des mâles dominants. Ouais. Oui, voilà. Donc, tout simplement, ils se positionnent au-dessus. Et c'est vrai qu'au niveau du leadership, en général, ils sont beaucoup plus avantagés. Et pour les jeunes filles, du coup, qu'est-ce que ça déclenche ? Moi, je vais parler encore une fois de mon vécu d'ado. Donc déjà, je m'aperçois que ça n'a pas beaucoup changé depuis que moi j'étais ado, cette construction sociale. Moi, à mon époque, les filles qui avaient de la poitrine qui se développait tôt et tout, etc., elles étaient du coup très sexualisées. Et avec, j'ai envie de dire, les réputations qui peuvent aller avec. C'est-à-dire qu'il ne se passait rien, ou même s'il se passait des trucs, on s'en fout à la rigueur. Mais on racontait des choses sur elles juste parce qu'elles avaient un corps qui se développait. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité ? Oui, c'est toujours d'actualité, bien sûr. C'est-à-dire que le corps de la petite fille, dès qu'il commence à changer, il y a un regard qui est très différent. Les parents, déjà, ont un regard différent parce que certains parents peuvent s'inquiéter, se dire « Ah là là, ça y est, ça commence, il faut que je la protège, etc. » Donc, il y a effectivement cette sexualisation inconsciente des parents par rapport à leur fille. Donc, quand je vous disais, ils peuvent la protéger, mais ils peuvent aussi induire des choses. Comme, du coup, elle va aller vers les garçons, alors qu'en fait, pas forcément. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se développent physiquement et qui sont assez immatures, en fait, au niveau des relations, justement parce que le corps se développe trop vite, donc elles mettent énormément de distance par rapport à cette sexualisation dont elles ne veulent pas entendre parler. Et c'est bien plus tard, finalement, parfois pour ces jeunes filles, que la sexualisation va arriver. Enfin, en tout cas, que les idées de rapprochement avec un autre
avec un grand A, va arriver parce qu'il y a de la peur, en fait, quand le corps se développe trop tôt. Donc, il y a de la peur des parents, il y a la peur des ados eux-mêmes, et il y a tous les regards des éducateurs autour. Donc, que ce soit les professeurs, les conseillers d'éducation, les surveillants, vont avoir un regard différent entre un petit sixième qui a, on va dire, un physique de petite sixième, avec son sac à dos encore trop grand pour lui, etc., et une petite de sixième qui est déjà suffisamment, enfin, qui a déjà des formes de femme. Et ça, les enfants le sentent. Enfin, les ados le sentent quand on a un regard différent sur eux. Alors ça, c'est quelque chose, en effet, qui n'a pas changé. Moi, j'ai des souvenirs de collège, encore une fois, avec des pions qui sexualisaient beaucoup. C'était assez gênant, d'ailleurs, puisque c'était des pions qui avaient 20, 21, 22 ans, qui regardaient des filles de 13 ans. C'était compliqué. Des remarques aussi qui étaient très compliquées à gérer. Ouais. Ça n'a pas trop changé non plus. Ça n'a pas trop changé. Alors après, en fonction de la jeune fille, ça peut être différent. Soit effectivement, elle peut avoir peur, soit effectivement, elle peut en jouer et commencer à comprendre ce que c'est que la séduction et des avantages de pouvoir avoir un pion de 22 ans dans sa poche. Mais ça, mais ça dépend des jeunes filles. Ça peut aussi faire peur, quoi. Mais ça peut faire peur beaucoup à certaines jeunes filles. Puis ça peut aussi, j'imagine aussi que dans les relations, ça peut être aussi une sorte de fascination par rapport à l'âge, à la position d'autorité du pion, un système d'emprise. Enfin, et il y a des figures d'idéalisation, bien sûr. Donc il faut effectivement faire très attention à ces jeunes filles. Pour revenir au début de notre échange, on parlait de surinvestissement, de faire attention à ne pas surinvestir. Vous avez dit il faut qu'on arrive à garder cette distance-là. Alors, bien sûr, mais du coup, quels conseils vous donneriez aux parents pour instaurer une relation de confiance avec leur ado, tout en respectant leurs besoins d'intimité ? Vous écrivez dans votre livre, cette distance leur permet de créer une bulle d'intimité dans laquelle ils pourront se connaître, se retrouver et s'accepter. Et c'est là, je pense, moi, j'ai pas encore d'ado, mais j'imagine que c'est là toute la difficulté, parce que il y a aussi cette autonomie relationnelle qu'on doit laisser à l'enfant, à l'adolescent, et en même temps, on a envie de savoir, parce qu'on a peur qu'il lui arrive des trucs et qu'on ne sache pas comment on fait pour garder cette distance, et peut-être même pour dealer aussi, nous, avec ce qu'on ressent en tant que parents. Ouais. Alors, la distance, oui, il faut la garder, et vous allez voir qu'en fait, c'est une espèce d'élastique, cette distance. C'est qu'en fonction des besoins de l'adolescent, on s'écarte, on se rapproche, on s'écarte, on se rapproche. Et eux-mêmes le font. Donc en général, quand ils vont bien, ils s'écartent. Ils vont beaucoup vers leurs copains, vers leurs sorties, etc. Et quand ils vont un peu moins bien, on sent qu'il y a un moyen de se rapprocher quand on est parent. Et là, on peut y aller. On peut, sans rentrer encore une fois dans leur intimité, mais il y a des signes qui montrent qu'on peut aller poser des questions, qu'on peut donner des conseils en fonction de ce qu'ils nous disent, ou être vigilant en tout cas. Donc ces signes-là, il ne faut pas les louper. Donc cette distance, eux, ils la mettent, bien sûr, mais on voit que s'ils sont en danger, ils se débrouillent quand même pour faire en sorte que cette distance s'amenuise. J'ai l'impression que ça ressemble quand même beaucoup au cercle d'attachement. Bien sûr. Cercle de sécurité de l'attachement. Donc en fait, ça ne change pas, quoi. On est complètement dans l'attachement. Okay. En fait, le processus d'attachement qu'on connaît chez les enfants ne disparaît pas avec l'adolescence. Au contraire, l'attachement va se modifier avec les parents, mais l'attachement est toujours présent. Et il est très important d'être... pour ces ados dans un attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et c'est ça, en fait, qui leur permet de dire, tiens, je jette un peu l'élastique, là, ou le yo-yo, et puis je te fais revenir quand j'ai besoin de toi. Et alors, on peut dire, quelle ingratitude. Ouais, bon, vous verrez ça plus tard quand il sera grand, mais quand vous pourrez lui dire toujours. Mais en attendant, c'est cette ingratitude qui prouve qu'ils ont confiance en nous. Et que quelque part, on a réussi notre job. Exactement. Vous avez tout compris. Voilà. Quand l'adolescent... soyez ingrat, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Quand il a compris que vous serez là, quoi qu'il arrive, qu'il peut aller faire sa vie, vivre ses expériences, mais qu'il a une base d'attachement sûre, que vous êtes son pilier, c'est là où justement lui peut construire sa vie. Et que vous aussi, alors je sais que c'est un peu plus difficile, mais que vous aussi, vous pouvez vous autonomiser. Et c'est vrai que, voilà, passé un certain âge, 40, 45, on a aussi envie de refaire des choses. Donc finalement, ces deux périodes qui sont à peu près... en général, je dis bien généralement, quand on a un enfant de 15 ans, on est plus dans la quarantaine. On peut se débrouiller pour chacun prendre son autonomie et recommencer finalement un cycle de vie avec ça.
En vous écoutant, je me dis, donc les signes à détecter, c'est OK, comment on les détecte? Alors j'imagine bien que les signes dépendent de chaque enfant et de la relation avec le parent et cetera et que vous ne pourrez pas me balancer des grandes vérités générales, là-dessus. Désolé pour l'auditoire, ça serait bien si on avait juste des trucs: «Ah, il Un se passe ça, listing, ouais. il se passe ça, faut faire ça». Non, ça marche toujours pas comme ça, hein. Néanmoins, j'ai une question qui me vient, c'est est-il possible ou est-ce que vous avez constaté dans votre pratique que parfois pour se rapprocher, il y ait des comportements qui soient pas agréables? Que l'attention du parent, en fait, de dire: «J'ai besoin de toi», ça peut peut-être se manifester avec des comportements, je sais pas, de provocation, de recherche de conflit, voilà, des choses comme ça. Bah, bien sûr. Bien Mais c'est sûr. important de le dire, je pense, Ouais, parce ouais. que souvent on a l'impression que notre ado, enfin, on a l'impression, en tout cas moi ce que je constate, c'est que Ouais. des parents d'ados me disent souvent, «Attends, mais là il est imbuvable et tout, il arrête pas de me saouler». Moi je leur dis bêtement, bah, peut-être qu'en fait il y a un truc, peut-être qu'il essaye de t'appeler, tu vois? Peut-être qu'il a besoin. En fait s'il te cherche, peut-être qu'il te cherche vraiment. Mmh. Ouais, ouais. Il faut qu'il te trouve et Mmh. il a besoin de te trouver. Donc ça, c'est quelque chose que vous constatez vous aussi? Oui, oui, c'est quelque chose, en fait, ça vulgairement, on va dire, ça peut être des appels au secours. Donc en fait, ça peut signifier un besoin. Il faut effectivement pas se méprendre, c'est là où ça peut être difficile, c'est qu'un enfant qui vous envoie balader, il peut effectivement vous dire: «Là, j'ai besoin de distance» et que ce soit réel. Et ouais. Un enfant qui vous envoie balader peut aussi dire: «En fait, j'aurais besoin que tu viennes». Voilà, il faut être un peu, Est-ce que fin. ça vaut pas le coup de poser la question franchement? Si. Aussi? Tout simplement, en fait? Tout simplement. Parce que moi, je sais que dans le cas des violences faites aux femmes, par exemple, des violences sexistes et sexuelles, même si ça peut paraître abrupt, j'ai été formé sur ces sujets et souvent on nous dit: «N'hésitez pas à poser la question». Oui. Quand vous avez l'impression qu'il y a une femme qui vous parle, n'hésitez pas à lui poser la question: «Est-ce que ton mari te frappe? Est-ce que ton mari, tu as peur de ton mari?» Voilà, des choses comme ça. Parce que même si elle répondra pas ou quoi, ça va au moins ouvrir la porte de: «Je n'ai pas peur d'en parler et d'en parler franchement». Est-ce que ça vaut le coup aussi de poser la question franchement à notre adolescent? Et ça ouvre la porte de: «Il y a quelqu'un pour écouter». Ouais, OK. Donc oui, bien sûr, ça vaut le coup et les meilleures questions, j'allais dire, c'est: «Est-ce que tu as besoin que je sois là? Ah oui, Est-ce que bah, tu as besoin carrément. que je reste là? Je vois que ça va pas, tu as eu une mauvaise note ou tu t'es disputé avec une copine, je vois que ça va pas. Est-ce que tu as besoin que je sois là? Oui, non. Tu n'as pas besoin, OK, je suis à côté. Si tu as besoin, je suis juste là». En fait, vraiment l'idée, comme vous dites, cette communication directe, eux, ils ont l'habitude, ils sont un peu sans filtre, hein, les ados, quand ils sont pas, aux prises avec leurs inhibitions. Certains peuvent l'être, mais généralement, les ados sont assez sans filtre et donc ils vont vous dire. Et ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours avant qu'ils vous disent, mais au moins, ils savent que la porte est ouverte. Et vous, en revanche, si vous réagissez en disant: «Ah bah, très bien, si tu veux pas me parler, je m'en vais», là, effectivement, vous fermez tout. Ouais, ça, c'est une vexation à l'intérieur, C'est quoi. ça, C'est nous. c'est-à-dire que c'est votre ego qui C'est parle, ça. C'est en nous qu'il se c'est passe votre quelque chose. vexation. Donc c'est ça, quand on parlait d'ingratitude, il faut aussi parler de éviter d'être susceptible avec vos ados. Et ouais. Non, mais c'est ça. Plus vous êtes susceptible et plus vous allez rentrer dans le conflit, alors qu'ils ont justement besoin qu'on désamorce ces conflits pour pouvoir parler, et puis pour que leurs émotions se posent et qu'on puisse parler. Parce que pour parler, il faut que les émotions soient posées. Vous voyez bien, quand vous pleurez très fort ou quand vous êtes très énervé, c'est difficile de dire quelque chose. Donc, on les laisse avec leurs émotions et après, on arrive et on essaye de verbaliser ce qui ne va pas et de voir ce qu'on peut faire pour eux. On a parlé de l'aspect distance, et c'est vrai qu'après il y a des choses aussi, vous dites, bah, susceptibles, mais c'est vrai que parfois les ados, ils peuvent avoir des émotions intenses, qu'ils peuvent ressentir, qui peuvent être amplifiées par les transformations de la puberté. Vous écrivez dans votre livre d'ailleurs cette phrase que je trouvais très intéressante: «Le développement de leur capacité cognitive ne suit pas forcément celui de leur habileté sociale». Comment guider les parents pour qu'on ne minimise pas les émotions des adolescents, mais sans pour autant dramatiser, dans le sens où comment faire pour garder ça à l'esprit, en fait? Que l'ado qui est en face de nous, c'est peut-être aussi un jeune humain qui se débat avec des choses qu'il maîtrise même pas en lui-même, quoi. Cette phrase, elle est très importante. Enfin, Ouais. celle que vous venez de dire, il faut garder à l'esprit que souvent, l'adolescent ne maîtrise pas lui-même ce qui est en train de se passer. Un adolescent qui est en train de vivre une histoire d'amour, il ne maîtrise absolument rien. Déjà, il ne maîtrise pas l'autre. Donc, il faut déjà le prendre en considération, que lui le prenne en considération, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les communications en direct. On est de plus en plus sur le contrôle de l'autre, hein. On regarde si il a regardé nos messages, voilà. Donc, ils sont dans le contrôle de l'autre. Ils essayent d'être dans le contrôle d'eux-mêmes. Bon, alors, il faut pas que je sois trop comme ça, il faut pas que je sois trop comme ça, parce qu'il faut quand même qu'il ou qu'elle m'aime bien. Et au final, tout ça se mélange et ils ont du mal à faire le tri. Donc, il faut vraiment avoir en tête pour nos ados que parfois, ils ont des émotions, ils savent pas d'où elles sortent.
ils ont des réactions, ils savent pas d'où elles sortent. Bien sûr que on peut avoir un jugement en tant que parent, de dire socialement parlant, c'est pas acceptable de claquer la porte. Ok, avant de dire socialement parlant, c'est pas acceptable, on va voir ce qui se cache derrière. Et une fois que ça s'est apaisé, on va dire effectivement, dans cette maison, une des règles est de ne pas claquer la porte. Mais c'est seulement après, une fois que l'émotion est passée et qu'on peut les aider à clarifier tout ça. J'ai l'impression que ça ne change pas beaucoup par rapport aux tout petits. J'ai reçu dans ce podcast, dans un épisode international, la docteure Tina Payne-Brisson, qui s'occupe de l'éducation des jeunes enfants. Et elle disait, elle, dans sa méthode, dans son livre La discipline sans drame, elle dit la première chose à faire, même quand l'enfant est entre guillemets, avec d'énormes guillemets, fautif d'un mauvais comportement quoi, c'est de se connecter. Ouais. D'abord, on accueille l'émotion, on se connecte, et après, on s'occupe de la discipline, c'est-à-dire de la transmission des bons comportements et le rappel des règles. Finalement, avec les ados, ça ne change pas trop. Quoi. C'est exactement pareil, sauf le langage en plus, on va dire. Et encore, quand je dis dans le livre que les capacités cognitives sont différentes des habiletés sociales, un enfant peut avoir énormément de vocabulaire, enfin un ado peut avoir énormément de vocabulaire, ça ne veut pas dire qu'il sait comment s'en servir au moment précis où il faut s'en servir. Et ça s'appelle effectivement de l'habileté sociale, puisqu'on est dans la communication. On est, oui, assez proche du petit. C'est notre vision de parent qui va être aussi assez différente, parce qu'on voit quelqu'un qui ressemble plus à un bébé. Donc, on a envie de dire, je sais pas, contrôle-toi, fais pas des crises comme ça, ne pleure pas pour ça, etc. Déjà qu'avec les petits, on peut dire des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, vous imaginez qu'avec quelqu'un qui a un physique qui ressemble plus à un adulte, on peut être très exigeant. Alors que, bien sûr, ils ont une capacité de réflexion. Mais tout ce qu'ils vivent, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que tout ce qu'ils vivent, ils le vivent en général pour la première fois. Et quand on vit quelque chose pour la première fois, souvenez-vous de votre premier entretien d'embauche ou votre première rentrée scolaire. Ou votre premier podcast. Votre premier podcast, exactement. Ça met dans un état de stress important. Et c'est seulement après, de façon rétroactive, qu'on peut se dire « Ah bah tiens, j'aurais pu faire ça comme ça, j'aurais pu le gérer comme ça. » Et ça, c'est ce qu'on appelle juste l'expérience, en fait. Ouais. Et nos ados, ils font leur expérience. Et on les accompagne. Donc, on est à côté d'eux. Okay. Et surtout, sans juger. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils vivent. Parlons d'un grand sujet qu'on peut se traîner d'ailleurs pendant des années, c'est que la puberté peut provoquer des complexes chez l'adolescent et l'adolescente. Comment les parents peuvent aborder ces complexes sans renforcer les insécurités ? Parce qu'en plus, j'imagine même pas la situation où l'enfant n'a pas de complexe et on lui parle d'un truc physique alors qu'on croit qu'il y en a un et qu'en fait, il n'y en a pas. Alors, les complexes des ados, en général, on arrive à les repérer quand on est parent. On peut les repérer à la façon de se vêtir. On peut les repérer au nombre d'heures passées dans la salle de bain. On peut les repérer à la façon de se tenir. Il y a des adolescents qui sont très voûtés, ou des adolescentes qui sont très voûtées quand la poitrine commence à pousser. Donc, voilà, gardez l'œil ouvert. Les complexes, c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut en parler franchement, en exprimant ce qu'on a vu. Tu sais, je vois que, par exemple, tu mets tes cheveux sur ton visage en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne dans ton visage ? Alors, on parlait de l'acné, mais on peut aussi avoir, vous savez qu'à l'adolescence, le nez grossit de façon assez disharmonieuse, surtout chez les garçons, les oreilles grandissent de façon disharmonieuse, et après, ça va se réharmoniser. Mais les asymétries aussi de visage sont beaucoup plus nettes que pendant l'enfance, et les adolescents le voient dans le miroir. Donc, il faut les aider à verbaliser ces complexes, plutôt que de les garder pour soi, parce que souvent, déjà, nous, on peut les rassurer en leur disant « Tu sais, ton corps va s'harmoniser, même si aujourd'hui c'est difficile, mais tu vas voir, dans 6 mois, ce sera différent. » Donc ça, c'est une façon de rassurer avec des faits. C'est-à-dire, tu sais, on sait aujourd'hui que le nez, effectivement, se développe plus vite que le reste du corps et que, quelque temps après, le reste va rattraper. Moi, je savais pas. Donc, voilà. On est là pour ça. Exactement, on est là pour ça. Mais vous pouvez le repérer vite, en 4e, en général. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées plutôt. Voilà. Donc, c'est normal que j'avais cette gueule-là, d'accord. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, on le voit sur les photos de classe, c'est assez marrant. Hein. Comme on voit sur les photos de classe des petits, ils ont tous des grosses têtes. C'est vrai. C'est normal. Les enfants ont des grosses têtes. Donc, ça, c'est important pour l'adolescent de dire « Ah, ok, en fait, c'est le développement normal. » C'est pour ça que les parents, et c'est pour ça que j'insiste dans mon livre sur essayer d'avoir des infos sur qu'est-ce que le développement normal au sens normé. Comme ça, vous avez une base de référence et vous pouvez rassurer votre ado parce que lui, il n'a pas ces connaissances-là. Il ne va pas aller chercher sur Internet « Est-ce que c'est normal que mon nez grossisse ?»
quoique ça peut arriver. Mais normalement, non. Donc, Il manquerait plus qu'il tombe sur un truc, un forum Doctissimo, en mode si ton nez grossit trop, c'est que tu as telle maladie. Enfin, c'est ça. Ça ou n'allez alors. pas chercher les symptômes sur Internet. Non, n'allez pas chercher ça sur Internet. D'abord, allez voir votre généraliste. Voilà. Donc, on est vigilant, on pose des questions en exprimant avec des faits ce qu'on a vu. Pas juste, tu te trouves grosse en ce moment ? Non. Par exemple, tiens, je vois que tu mets des pantalons de plus en plus larges. Est-ce que c'est la mode ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne en toi ? Voilà. Après, vous verrez bien ce qu'il ou ce qu'elle va vous dire. S'il a envie de parler, il va vous dire ou elle va vous dire en ce moment c'est difficile. S'il n'a pas envie de parler ou elle n'a pas envie de parler, vous laissez faire. Mais vous êtes vigilant à ce que ça ne devienne effectivement pas un handicap social pour lui et qu'il ne soit pas dans l'introversion à cause de ces facteurs de complexe. Et comment est-ce qu'on peut les aider parce qu'on va parler des réseaux sociaux juste après, mais comment est-ce qu'on peut les aider à garder une image positive de leur corps ? Parce que, imaginons que l'adolescente se trouve grosse et qu'elle vous dise « Mais regarde maman, regarde papa, les filles sur Instagram, dans les magazines, dans les films. » Même si j'entends qu'il y a un effort sur la diversité des corps proposés, mais on est quand même loin d'avoir une vraie représentation quand même de la réalité des corps. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors vous allez sûrement me dire que ça dépend de la personne et de la relation, j'entends, mais... Non, je vais vous dire, c'est une vraie question, c'est très difficile. Parce que un parent va avoir tendance à rassurer son enfant. Mais non, bien sûr, t'es pas grosse, etc. Bon, ça, faut pas se leurrer, ça sert à rien. C'est bien de le dire, mais ça glisse sur les ados. Puisqu'en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est que vous les aimez. Et que du coup, si vous dites ça, c'est que... vous n'avez pas une vue objective sur eux. Ce qui est possible, quand même. Globalement, évidemment. Voilà. Mais c'est comme avec les bébés. Il y a des bébés moches à la naissance. Non, mais je dis pas moche, je veux dire dans le sens où... moi, ma fille, par exemple, je l'ai trouvée incroyablement... Tout comme mon garçon, je l'ai trouvé incroyablement beau, etc. Parce que je suis rempli d'amour quand je les regarde. Mais en vrai, le bébé qui est encore avec... J'ai même oublié comment ça s'appelait, le liquide blanchâtre, là. Alors que mon bébé est né il y a 7 mois. C'est vrai C'est pas du meconium ? Non, ça c'est ce qui sort des fesses. C'est la pellicule blanche là qu'il faut laisser d'ailleurs parce que la peau l'absorbe. Et tout. Mais j'ai plus le nom, c'est pas grave. C'est pas joli. Par exemple, mon garçon, quand il est né, on a l'impression qu'il était tuméfié, quoi. Moi, je le trouvais très beau. J'avoue que même 7 mois après, je regarde les photos, je me dis quand même. Donc c'est vrai qu'on a ce filtre-là quand même sur le moment. Donc à l'adolescence, ça change pas trop, quoi. Non, ça change pas trop. Ça change pas trop. Donc il faut regarder nos enfants effectivement toujours avec ce filtre parce que c'est le plus beau des filtres pour eux. Mais il faut aussi avoir conscience qu'on est dans un monde avec des normes, comme vous dites, des références corporelles qui sont pas tout à fait justes par rapport à la réalité et que eux sont exposés à ça toute la journée. Dire à une adolescente non, tu n'es pas grosse, ça ne va pas changer pour elle sa vision de son corps. Oui. En revanche, ce qui peut l'aider à changer, c'est la vision d'un professionnel. Donc, si vraiment vous trouvez qu'elle a absolument rien de gros, vous l'emmenez chez le généraliste juste pour la visite, parce qu'il y a des visites d'ados en plus en ce moment. Enfin, maintenant, avec les vaccins qu'il faut faire par rapport au papillomavirus, ils vont chez le généraliste de toute façon. Et donc, vous voyez ça avec le généraliste, et puis il va calculer son IMC, etc. Et ça va permettre à l'adolescent de se reposer par rapport à du factuel, et non pas à des images qui défilent, qui sont souvent modifiées et qui prônent en plus des trucs qui sont complètement infaisables. 4 heures de sport par jour, si on n'est pas en sport-études, c'est infaisable, quoi. Ça vaut aussi, je le répète pour l'auditoire, ça vaut aussi pour nous les adultes. Ouais. Quand on voit des gens qui font du sport toute la journée, c'est soit qu'ils ont des moyens financiers que visiblement le commun de mortel n'a pas, soit que c'est leur métier aussi. Parce qu'en fait, quand on est fit girl, fit boy, go muscu, tout ce qu'on veut, et qu'on est payé pour ça par des marques, mais en fait, c'est notre métier. Donc oui, on peut être à la salle toute la journée parce qu'en fait, c'est notre travail aussi. C'est ça. Donc tant mieux, c'est cool. Tant mieux pour eux. Mais c'est pas du tout la situation de la plupart des gens. Exactement. Tout comme les ados. Et donc, les adolescents, nous, on est là aussi pour les remettre dans la réalité, justement, de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. Donc, les professionnels sont très importants pour ça. Et ça leur permet aussi d'avoir une autre figure de référence, tout comme un psychologue, quand on s'aperçoit qu'une jeune fille commence vraiment à être atteinte de ce qu'on appelle dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elle se voit, par exemple, avec des cuisses énormes alors que ce n'est pas le cas. Ça n'empêche pas qu'elle puisse être un peu plus
grosse que la norme d'Instagram. Mais si elle se voit comme obèse, on a un problème. Et dans ces cas-là, la vision du parent et la parole du parent peut ne pas avoir de valeur pour les enfants. Donc, les professionnels sont là pour ça. Juste, parce qu'ils sont professionnels de santé, donc ça donne un crédit quand même pour les adolescents. Et 2, parce que ce sont des adultes qui vont permettre une autre forme d'attachement que les parents. Et donc, du coup, une autre forme de confiance. Les professionnels, n'hésitez pas à faire appel à eux, sans avoir peur, en disant « non, un psy pour mes enfants, quelle horreur ». Ça peut durer 3 séances et juste, en fait, ça remet dans le droit chemin. Il faut juste avoir en tête « ok, c'est un autre adulte ». Tout simplement. Tous les ados n'ont pas la chance d'avoir un oncle, une tante hyper sympa avec qui ils pourraient discuter ou un super prof principal avec qui ils ont un vrai contact. Donc, les professionnels et en particulier les psychologues peuvent être là pour ça. Oui, puis en plus, j'en profite pour rappeler que malgré la vision qu'on a de la santé mentale en France pour l'instant aujourd'hui, sans rentrer dans un grand débat, mais la santé mentale, c'est comme la santé tout court. Il y a des règles d'hygiène, en fait. On va chez le gynéco, on va chez le médecin généraliste, on va chez le dentiste, on va... pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chez le psy de temps en temps, juste, même si on se sent pas mal, en fait, juste pour refaire un petit point santé mentale. Voilà, donc moi c'est quelque chose en tout cas que je pratique et que j'invite les gens à pratiquer, même si on se sent pas mal. On n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un quand on a un problème, juste en entretien, en hygiène, et ça peut marcher aussi. Et on peut le présenter comme ça aux enfants aussi, et ça peut même leur donner une bonne habitude peut-être d'entretien de leur santé mentale. Venons sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé justement de normes et tout, vous écrivez dans votre livre, les réseaux sociaux c'est le nid des références communes. Donc, qui sont un petit peu différentes. Et en plus, maintenant, quand on voit qu'il y a des images qui sont générées par IA, c'est que là, tout va très, très vite quand même. Qu'il y a même des élections de Miss IA qui est très blanche, très fine, très blonde, je ne sais pas si vous savez. Il y a des élections de Miss IA qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc, en fait, des femmes faussement créées, mais sur les standards. Donc, poitrine très voluptueuse, très fine, généralement blonde, voilà, avec des visages parfaitement symétriques, etc. Pas de grains de peau, etc. Voilà. Donc, nos adolescents sont confrontés à ça. Déjà, il y a ces standards qui vont se créer par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Donc, il faut connaître en fait ce sujet. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne maîtrise pas. Comment est-ce qu'on peut, nous parents, naviguer entre l'encadrement et le laisser faire spécifiquement sur les réseaux sociaux? Parce qu'on a déjà un peu parlé, mais là, concrètement, sur les réseaux sociaux, on fait quoi? Je vois bien en plus qu'il y a des discussions au niveau du gouvernement sur 15 ans, 13 ans. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah oui, il y a plus que ça même. Là, il y a Instagram qui a commencé à créer des comptes. Qui a créé le compte adolescent, tout à fait. Pour les ados. Et en Australie, ils sont en train de légiférer sur l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, je crois. En France, on n'y est pas encore, mais... en tout cas, Macron a posé la question. D'accord. Il l'a évoqué dans un discours. On attend de voir. C'est le nid des références communes. Oui, c'est vrai. Parce que, d'ailleurs... souvent, ils vous disent « t'as pas la ref ?» Non, j'ai pas la ref parce qu'en fait, j'ai pas TikTok. Moi, mes neveux, ils m'ont perdu avec Kwakubé, perso. Voilà. Donc, ils ont leurs références communes. Et c'est très marrant, d'ailleurs, quand on les voit discuter ensemble parce qu'ils ont des mots, des choses comme ça de commun, des petites vidéos comme nous, à l'époque, on pouvait citer les bronzés. Eux, c'est des vidéos TikTok qu'ils se citent, quoi. Donc, voilà. Et au niveau des normes physiques, c'est pareil. Ils ont des références communes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On ne peut pas les priver de ces références-là. Si vous privez un ado de ces références, malheureusement, il va se trouver un peu éjecté du monde dans lequel il vit. C'est un peu comme un enfant à qui vous diriez « non, tu n'as pas le droit de regarder Disney ». Ok, ça peut être intéressant parce qu'on a des partis pris, etc. Mais ça peut être aussi un enfant qui va se sentir mal parce que il n'aura pas vu, pas que un, mais 1, 2, 3, 4, 5 dessins animés que tout le monde a vus. Donc, voilà. Moi, j'étais confronté à ça avec la Patte Patrouille, par exemple. Ah oui, d'accord. Avec la Patte Patrouille. Ouais. Parce que ma fille ne regarde pas la Patte Patrouille. En plus, elle était en instruction en famille pendant 2 ans, de 3 à 5 ans. Mais à côté de ça, elle avait des activités, bien entendu, collectives, comme le sport et tout. Dès la première séance, je me suis aperçu que, attention, parce qu'en fait, du coup, comme elle n'est pas dans la norme collective, il y a des codes qui lui manquent. Par exemple, tout bêtement, on ne jouait pas 1, 2, 3 soleil, alors que tous les enfants de 3 ans savaient jouer 1, 2, 3 soleil. Il y avait une activité Patte Patrouille, elle ne connaissait pas la Patte Patrouille, alors que tous les enfants connaissaient la Patte Patrouille. Donc voilà, c'est vrai que à tout âge, j'ai envie de dire, ça marche. Mais c'est vrai que du coup, dans l'adolescence, il y a encore plus cette connectivité grâce aux réseaux sociaux où il y a vraiment un monde en fait qui se crée, quoi. Oui, il y a un monde. Alors c'est pareil, vous en tant que parent, pour les petits, vous pouvez avoir une notion de ah tiens, il y a pas de patrouille qui existe, etc. Et votre fille, votre fils ne le sait pas. Pour les ados, c'est encore pire parce que
on est effectivement un peu exclu de ce monde-là. Oui. On ne peut même pas trier en disant bah, tiens, je veux bien que tu aies accès à ça, je veux bien que tu aies accès à ça ou à ça. Donc, effectivement, la seule chose qu'on puisse avoir, c'est je mets un temps d'arrêt sur les écrans qui est juste en fait une limite de temps. C'est la seule chose finalement qu'on puisse maîtriser. Avec maintenant, donc avec le nouveau compte Instagram, ce sera bien parce qu'il y a des comptes auxquels ils n'auront pas accès, mais ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, la vigilance, elle est sur le contrôle parental, donc toutes les applis de contrôle parental. Elle est sur le temps d'écran. Et ça, c'est hyper important, notamment pour l'attention et pour les troubles de l'attention, parce qu'on sait que ça développe les troubles de l'attention. Les réseaux sociaux, le fait de switcher sans arrêt d'une vidéo à une autre, ça habitue le cerveau à switcher d'un truc à l'autre. Et du coup, en classe, après, ça devient très compliqué. Donc, on gère le temps d'écran. On essaye de gérer ce à quoi ils ont accès. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut couper. Par exemple, YouTube, c'est quelque chose qu'on peut couper. Ou on peut laisser un des deux. Par exemple, Instagram ou TikTok. On n'est pas obligé d'avoir les deux non plus. Donc, on leur laisse un espace de liberté pour qu'ils puissent avoir accès aux normes de leur groupe de pairs. On restreint de façon à ce qu'ils n'y plongent pas et qu'ils n'aient plus que ça en tête. Et les jeux vidéo. Et les jeux vidéo. Grosse et question, bien sûr, les jeux vidéo. Moi, à titre personnel, juste personnel, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est avant de vouloir intervenir sur des jeux vidéo, mis à part le temps d'écran sur lequel je vous rejoins, parce qu'il y a quand même la vraie vie et tout, c'est bien d'en profiter. Mais moi, par exemple, j'ai connu une époque où je me prenais la tête avec mon père. Je jouais déjà pas beaucoup aux jeux vidéo, mais en fait, moi, à mon époque, les jeux vidéo, il y avait des points de sauvegarde. Donc, si on sauvegardait pas, on venait de jouer pendant 1 heure, on avait tout perdu. Et mon père fallait venir manger tout de suite. Et on s'est pris la tête un nombre incalculable de fois. Jusqu'à un jour où je lui ai dit, mais en fait, où j'ai pris parti de lui expliquer, quoi. Alors, ça l'a moyennement intéressé, mais en tout cas, il avait compris pourquoi est-ce que c'était pas de la défiance, en fait. C'était juste, j'ai ça, quoi. Est-ce que ça vaut pas le coup, si quand même, par rapport aux jeux vidéo, de s'intéresser à pourquoi on joue, qu'est-ce qu'on recherche, surtout que maintenant, il y a beaucoup aussi de connectivité, on peut retrouver ses copains en ligne. Voilà, est-ce que c'est un cas particulier ou pas ? Oui, c'est un cas particulier. C'est pas la même chose que les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Alors après, oui, il y a du social dedans parce que maintenant on se connecte et qu'on joue en réseau. On est vraiment dans une thématique différente des réseaux sociaux, notamment parce que ça concerne plus les garçons. Il y a bien écran à écran. Oui, il y a écran à écran. D'ailleurs, il y a réseaux sociaux et télé. On n'est pas du tout non plus sur le même type d'addiction. Où on vit par procuration un peu dans les deux. Mais avec la télé, il n'y a pas d'échange. Donc, on est un peu plus dans l'hypnotisation. Bref, on en discutera une autre fois. Mais c'est intéressant. Donc, les jeux vidéo, si vous avez un garçon ou une fille d'ailleurs qui joue aux jeux vidéo, oui, vous avez raison, il faut s'y intéresser. Quel jeu ? À quoi ça sert ? Quel est le but du jeu ? Et surtout, qu'est-ce qui rend addict ? Parce que les créateurs de jeux vidéo sont très forts pour créer des addictions. Ils travaillent là-dessus, c'est leur boulot. Donc, allez voir pourquoi, par exemple, Brawl Stars, c'est très clair que l'idée, c'est d'accumuler les brawlers. Et vous avez raison, si on éteint trop tôt, on va perdre les points qu'on pourrait avoir pour avoir le brawler. Et si on n'y retourne pas le lendemain à telle heure, on ne l'aura pas non plus. Donc tout ça, il faut en avoir conscience quand on est parent, parce que sinon, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi il faut absolument qu'à 8h du mat', il se branche sur son truc ? Donc, regardez, je sais que parfois c'est pas très intéressant, mais regardez en quoi ça consiste et dealez avec votre enfant ou dealez avec votre ado. Par exemple, l'histoire du repas dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est très intéressant, mais peut-être qu'il suffit juste de dire, alors si on dîne à 19h30, 20h, 20h30, tu arrêtes de jouer de toute façon à 19h30. Comme ça, à 20h, tu as sauvegardé tes points. Et il n'y a pas de question de encore 5 minutes, encore 3 minutes qui va exaspérer le parent, qui va mettre l'enfant en stress. Bon, voilà. Donc, il faut s'intéresser, il faut aller voir. Même parfois, pour les mamans, c'est pas très drôle, mais il faut demander au papa qu'ils aillent voir. Et même qu'ils jouent ensemble, ça permet de savoir à quoi ils passent une demi-heure par jour, par exemple. Oui, puis on peut s'amuser. Après, ça dépend bien sûr des affinités de chacune. Mais c'est ça. Moi, je sais que l'entrée, en tout cas, ce que je vois autour de moi, c'est que l'entrée dans le jeu vidéo, elle est intéressante aussi de le vivre avec les parents, quoi. Que ce soit, bien sûr. Ça peut être vraiment... Mais il y a des bienfaits dans le jeu vidéo. Ah oui, non, mais moi, quelques-uns. Je suis persuadé. Moi, j'ai grandi un petit peu avec. Ouais. Et j'ai vu des bienfaits en termes de... Mais les jeux ont changé aussi. Il faut être honnête là-dessus, les jeux ont changé. Moi, j'ai connu des jeux qui m'ont vraiment appris la persévérance. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des hardcore, mais en fait, avant, c'était juste les jeux normaux, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, quand il fallait recommencer, observer un boss, comprendre les patterns et tout, c'est-à-dire tous ces mouvements et tout, et que si on se plantait, ça faisait 1 heure qu'on était en train de faire ce combat de boss, eh bien, il fallait recommencer.
Ça apprend quand même la persévérance. Ouais, Hein. ouais, ouais. Il y a aussi des skills, donc des compétences aussi au niveau des doigts pour certains jeux. Voilà. Si on a un enfant qui fait du piano, par exemple, ben, en fait, ça peut permettre d'entretenir la manette ou certains jeux de guitare héros, je pense, de la dextérité dans les doigts. Voilà. Les chirurgiens jouent aux jeux vidéo, pour information. C'est une pratique courante. Et quand je dis les chirurgiens, pas tous les chirurgiens, Ouais. mais des chirurgiens utilisent les jeux vidéo pour leur dextérité au niveau des mains. Donc, il y a des bienfaits. Ouais, bien sûr. Maintenant, il y a des jeux vidéo, en effet, je pense à Fortnite, je pense à des choses qui sont très très skinnées, qui n'ont pas trop d'intérêt de développement. Voilà. Il y a aussi des jeux vidéo qui sont très poétiques, très dans une certaine forme de contemplation du monde, où il y a des choses très, très intéressantes. Il y a aussi des jeux vidéo qui incitent à aller voir le vrai monde voilà, pour les fleurs. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui existent, mais justement, c'est en se concentrant là-dessus, sur qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais aussi. Pourquoi tu le fais, que ça peut être hyper intéressant. Mais ça amène des conflits aussi. Oui. Alors justement, la grande question. Les conflits. La grande question. Comment gérer les conflits entre parents et adolescents sans tomber dans la confrontation permanente? Confrontation permanente, c'est intéressant. Ça signifierait conflit permanent. Ouais. Or, normalement, il n'y a pas conflit permanent. Si on arrive à avoir un dialogue, exactement comme ce qu'on disait pour les jeux vidéo, un dialogue où on arrive à comprendre pourquoi nos ados ils font ça, pourquoi c'est important pour eux d'avoir le dernier sweat à la mode, pourquoi c'est important pour eux de jouer en réseau à telle heure et pas à telle heure, on peut facilement résoudre les conflits sans rentrer dans le conflit. Donc en fait, résoudre les désaccords, on va le dire comme ça, sans rentrer dans le conflit. Ça veut dire qu'il faut être un peu flexible, notamment sur les horaires, à quelle heure on mange. Il faut avoir en tête que peut-être qu'un ado, il n'a pas envie de manger à la même heure que son petit frère de 5 ans. Et aussi peut-être parce qu'il fait ses devoirs à cette heure-là et que c'est à cette heure-là qu'il est plus concentré. Donc, je sais que pour certains parents, c'est difficile parce que, on va dire, on n'est pas à l'hôtel ici, comme dirait Oui, puis il y l'autre. a certains adultes qui vont vous dire que là, vous êtes en train de créer des enfants rois, que c'est Tout à pas fait. normal, que de toute façon, c'est le parent, que ça doit être vertical. Je pense à Didier Pleu, dédicace, qui va vous dire que c'est n'importe quoi, que de toute façon, il faut frustrer l'enfant pour bien lui montrer comment sera la vie. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, après, encore une fois, chacun sa vision et puis sa possibilité aussi Bien de sûr. faire. Quand je dis qu'on peut faire preuve de souplesse, c'est-à-dire qu'on peut... on a 7 jours dans la semaine, on peut très bien dire à un ado, bah écoute, effectivement, tel jour, tu as le droit de manger un peu plus tard. Voilà, il suffit, par rapport à ton petit frère, par exemple, il suffit, comme vous disiez tout à l'heure, d'aller voir le pourquoi. C'est pas forcément un caprice. C'est pas si un ado vous dit, non mais vraiment, je t'assure qu'à 7h30, j'ai pas faim. C'est sûrement vrai. C'est probablement qu'il a goûté à 5h30 en rentrant des cours parce qu'il finit plus tard que le petit frère, qu'à 7h30, il n'a pas faim. Et alors oui, bien sûr que refaire à manger à 8h30, c'est hyper casse-pied. Mais peut-être une fois ou 2 fois dans la semaine, ça peut être envisageable. Vous voyez ce que je est-ce veux que dire? c'est pas aussi une opportunité d'autonomisation? C'est, écoute, très bien, toi tu veux manger à 8h30, moi en fait je prépare le repas à 7h pour 7h30, parce que ton petit frère, parce que moi, parce que machin. Il n'y a pas de souci. Par contre, tu vas préparer ton repas sain toi-même. Ça peut être aussi une opportunité de Bien trouver sûr. ça, de dire, tu veux un privilège, pas de souci, mais il y a une responsabilité qui va avec le privilège. Exactement. Et peut-être que ça peut permettre justement ça, plus de préparer à la vie d'adulte, plutôt que d'être dans la frustration et dans la verticalité. Exactement. Oui, parce que ce que vous disiez sur la frustration et la verticalité, effectivement, ça amène le conflit à l'adolescence. Tout simplement parce qu'ils veulent créer leur propre vie. Bien sûr. Alors évidemment qu'on ne peut pas créer sa propre vie quand on va à l'école de 8h à 17h, etc. Donc déjà, il y a de la contrainte et il y a de la frustration à l'école. Donc c'est vrai qu'à la maison, on n'est pas obligé d'en faire des enfants rois, mais on peut leur permettre certaines choses. Et notamment, d'ailleurs, il y a pas mal d'ados qui ont des activités le soir. Là, forcément, ça nécessite des adaptations de la famille. Ben, oui. Donc, le conflit, on le gère d'abord avec pourquoi il apparaît. Tu veux sortir, tu veux aller au cinéma un jeudi soir avec tes copains. On peut expliquer à son adolescent qu'on sera d'accord, mais pas la semaine, parce que le lendemain, il commence à 8h. Enfin, il y a des choses que les ados peuvent tout à fait comprendre. Oui, tout à fait. Donc, on va voir le pourquoi. Et ensuite, si vraiment le conflit est créé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on prend vraiment le temps de reprendre la situation avec l'adolescent après. On décortique. On dit, bah voilà, il s'est passé ça, et puis tout d'un coup, tu as claqué la porte. Et puis moi, j'ai réouvert parce que j'étais hyper énervée, parce que tu m'as dit ça.
Peut-être que j'aurais pas dû réouvrir la porte parce que le fait que tu aies claqué la porte, ça signifiait que tu avais besoin de rompre le lien à ce moment-là. Sauf que moi, ce que je n'ai pas toléré, c'est que tu abîmes les meubles de la maison. Voilà. Enfin, et on rentre dans une discussion où on peut essayer de faire en sorte que le prochain conflit ne se passe pas tout à fait de la même façon. Et dans ce que vous dites, à aucun moment, à aucun endroit, on vient disqualifier le ressenti de l'enfant. Ah non. Ça, c'est important. Non, mais voilà. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Oui, pardon, ça m'est pas venu à l'esprit de vous dire ça. Mais non, on ne oui. disqualifie pas parce que si le ressenti est là, il est là. Et que de toute façon, personne va convaincre cet ado qu'il a tort. Et souvent, dans les relations adulte-enfant, parent-enfant, et malheureusement, dans certains propos qu'on peut entendre de la part de professionnels sur le sujet, concrètement, à partir du moment où c'est pas un problème pour l'adulte, c'est un problème pour personne. D'accord, mais ça, c'est tout simplement, en fait, si on part de ce principe-là, on dénigre, je reprends l'autre avec un grand A. Bien sûr. Parce que ce qui est un problème pour vous ne va pas l'être pour votre conjoint. On est bien d'accord. Donc, pour un ado, c'est exactement pareil. Ça s'appelle juste l'altérité, la différence. Et on a tous des réactions différentes. Et le fait de discréditer ces réactions peut effectivement amener un adolescent à avoir honte et à se sentir mal d'être ce qu'il est. Or, ce qu'il est à l'adolescence, c'est souvent plein d'extrapolations, d'intensité, de choses comme ça. C'est en mouvement, quoi. Et c'est en mouvement. Mais si, à ce moment-là, vous fermez la boîte en disant maintenant tu n'as pas le droit d'être ce que tu es, l'adulte ne va pas non plus s'autoriser à être ce qu'il est, alors que l'adulte ne sera pas le même que l'adolescent. Ok ? Mais en fait, c'est gravé à l'intérieur de la personne. Quand il a été adolescent et qu'on lui a dit c'est pas comme ça qu'il faut être, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est pas comme ça que tu dois réagir, etc. Tout ça, c'est gravé pour l'adulte, alors même qu'il aurait pu être un adulte beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, parce que l'adolescence amène cette ébullition. Donc, il faut avoir en tête que cette ébullition, elle va disparaître. Donc, il n'y a pas besoin de les écraser. Ça tarira tranquillement, ça va passer, et les adultes seront ce qu'ils sont, peu importe, mais l'identité, elle se forge à l'adolescence. Alors justement, autre question, avant-dernière question. Vous parlez d'identité. Il y a des gros sujets en ce moment sur l'identité, notamment l'identité de genre. Comment rassurer les parents inquiets face aux nouvelles expressions de genre et aux questionnements identitaires de leurs adolescents? Comment guider les parents pour qu'ils soutiennent leur enfant dans cette exploration sans jugement ni rejet? Parce que là, on est sur quelque chose on est sur un sujet très complexe. Sensible. Ouais. On est sur un sujet sensible pour les adolescents, pour les parents et pour les institutions. Je parle de l'institution scolaire, tout simplement. Comment faire pour les accompagner si vous avez un enfant qui commence à avoir une problématique de genre, c'est-à-dire à se poser des questions sur son genre, il est important d'avoir en tête, encore une fois, que ce n'est pas un caprice. Un caprice, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une période. C'est un enfant qui peut avoir besoin de passer par cette période pour se trouver réellement. C'est un enfant qui peut avoir besoin de mettre de la distance, que ce soit avec ses parents ou que ce soit avec la société, tout simplement, ou les normes sociales, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça va se figer. Donc, encore une fois, on reprend le mot « accompagner ». On va avec l'enfant, l'adolescent, le plus possible. Même si ça vient heurter des questions de principe ou des questions d'éthique. Et puis nos croyances aussi. Des croyances, tout ce qu'on veut. De toute façon, ça viendra heurter de toute façon. Donc, on accompagne. Il y a des professionnels pour ça. Et on accompagne en faisant aussi un lien avec les institutions. D'accord ? Si vous avez tout d'un coup une fille de 15 ans, 16 ans, qui a besoin de se faire appeler, je sais pas moi, Arthur, parce que c'est le cas, et que les professeurs refusent, ce qui peut arriver, et que vous-même, c'est difficile pour vous, surtout, restez pas seul. Ramenez avec vous les institutions pour qu'il puisse y avoir un accompagnement de cet enfant. Encore une fois, le fait de vouloir changer de prénom comme ça, alors quand je dis Arthur, alors que c'est une fille, mais peut très bien vouloir tout simplement... une fille n'aime pas son prénom, peut très bien vouloir le changer aussi. Enfin, voilà. On est dans des questions d'identité. On accompagne ça jusqu'à temps... Quand je dis accompagner, ça ne veut pas dire forcément cautionner. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire « Ah bah oui, bien sûr, ma fille, si tu as envie de changer de prénom, vas-y, je t'en prie. » Mais on va chercher pourquoi. Et si nous, soi-même, on ne comprend pas, on va voir un professionnel et on essaye de comprendre pourquoi. Si ça se trouve, le pourquoi nous suffira pour l'accompagner. Ou si ça se trouve, le pourquoi nous dira « Ah non, non,
En fait, ton pourquoi, là, c'est comme le pourquoi du tatouage, là, maintenant, tout de suite, si tu veux te faire tatouer Hugo sur le corps, je peux te dire que dans 3 ans, peut-être que tu le regretteras. Et c'est à nous aussi, avec notre expérience, d'amener ça à l'enfant sans juger, enfin à l'adolescent, sans juger, mais juste en disant, voilà, tu sais, c'est une période, ça peut passer, ça peut ne pas passer, ok? Mais pour le moment, on va attendre. On s'arme de patience, on accompagne et on voit ce que ça donne. Ce que je sais aussi, c'est que ça peut être plus compliqué, surtout avec ce qu'on entend. Est-ce que ces questionnements de genre existent depuis toujours? Est-ce que c'est une invasion des lobbies woke LGBT qui veulent transformer nos enfants? Ces questionnements existent depuis toujours. Mais merci de le dire. Simplement, ils n'étaient pas dits et ils n'étaient pas autorisés. Aujourd'hui, ils sont dits, ils sont autorisés, un peu plus. Et les adolescents peuvent effectivement, certains peuvent en jouer parce qu'ils vont utiliser ça plutôt que les jeux vidéo pour aller contre les normes de leurs parents, par exemple, ou l'éducation, etc. C'est pas un souci, en fait. C'est juste ce qu'on appelle en psycho un symptôme. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière le symptôme. Parce que si c'est juste un besoin de distanciation et de différenciation, eh ben on l'accepte et on attend que cet adolescent n'ait plus besoin autant de se différencier, de se distancier. En revanche, si on va contre, c'est là où on va amener l'adolescent à ne plus vous faire confiance, à ne plus faire confiance à l'entourage. Et du coup, c'est là où on rentre dans les vrais conflits, mais qui sont des conflits qui ne servent à rien finalement. Parce que si vous cherchez à convaincre votre adolescent de quelque chose, quand on cherche à convaincre quelqu'un, par définition ou par finition, on va dire, on n'y arrive pas. Moi, j'ai cette phrase que j'utilise, c'est que je dis que souvent on se trompe de con. On cherche à convaincre au lieu de comprendre. Et ça marche plutôt bien. Et ça marche plutôt bien, ouais. Comment ça se passe du coup? Donc, on va voir un professionnel et le professionnel nous dit, en effet, il y a un sujet de dysphorie de genre, il faut accompagner une transition à l'adolescence. Et nous, ça nous fait, on est pétrifiés de peur, quoi, face à ça. Est-ce qu'il existe du coup un accompagnement aussi pour les parents qui font face à ces situations-là? Est-ce que c'est pris en compte dans le parcours? Parce que on peut être un parent aimer notre enfant, faire comme vous le dites, l'accompagner, même si on comprend pas le choix, même si on comprend pas ce qui se passe, l'accompagner parce qu'on l'aime et peu importe, mais que nous en fait on n'arrive vraiment pas aussi à ce qui se passe en nous, ça peut être compliqué. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des accompagnements psychologiques aussi pour les parents qui ont des enfants qui ont ce parcours-là? Bien sûr, si c'est difficile pour le parent et on ne peut que le comprendre, hein, bien sûr qu'il faut se faire accompagner. Et souvent, de toute façon, il n'y a pas aujourd'hui d'adolescents qui vivent ça, normalement, sans lui-même être accompagné. Okay. Donc, bien sûr qu'il faut l'accompagner psychologiquement. Donc, évidemment, on en fait référence à la personne qui suit son enfant, son adolescent, et soi-même, on se fait accompagner si c'est difficile. Et surtout, on permet aussi à ces professionnels d'aider à faire le lien pour que le dialogue ne s'arrête pas, en fait, entre l'enfant et le parent, et les parents, parce que parfois, il y a un des deux parents qui accompagne et l'autre parent qui n'arrive pas à tolérer. Mais ça aussi, ça se comprend. Et c'est aussi important que les professionnels expliquent aux adolescents qui sont dans cette configuration-là que c'est difficile pour leurs parents. Et un adolescent, il est parfaitement en capacité d'avoir de l'empathie. Donc, l'idée pour tous les professionnels, c'est pas de dire t'as raison, impose-toi, etc. C'est aussi de dire voilà, ça c'est ce qui se passe en toi, voilà ce qui se passe chez tes parents. Et normalement, si tu les aimes, tu dois pouvoir comprendre que pour eux c'est difficile aussi et que eux aussi ont besoin de temps. L'idée, c'est de se faire accompagner, bien sûr, et c'est de garder le dialogue. Et c'est que chacun fasse preuve d'empathie et de regard sur l'autre. Florence Bramy, si demain, vous aviez tous les pouvoirs dans le pays, votre volonté arrive, d'accord? Quelles seraient les 3 mesures prioritaires que vous mettriez en place pour les enfants et les parents? Enfin, en tout cas, pour les adolescents et les parents. Pour les adolescents et les parents? De façon commune? Ouais, enfin, pour que les relations soient plus harmonieuses. Si ça touche à l'enfance aussi, voilà, c'est pour ça que j'avais pris enfant dans la question. Pour vous, c'est quoi les 3 grandes priorités pour que les relations, globalement, enfants-parents, se terminent bien à l'adolescence, qu'elles se passent bien, voilà. Enfin, le mieux possible, plutôt. Alors, pour moi, la priorité, c'est le lien. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le lien parent, enfant, adolescent et vie de l'enfant et de l'adolescent n'est pas fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, les adolescents passent leur journée à l'école et que les parents en sont souvent complètement exclus. En dehors de la possibilité d'avoir un entretien avec le professeur principal ou avec la maîtresse
qui va durer 10 minutes au début de l'année. Alors avec les maîtresses, c'est un peu différent, mais en tout cas aujourd'hui au collège et au lycée, c'est ce qui se passe. Les réunions de parents d'élèves, c'est 5 minutes avec l'enseignant et vous passez à l'autre enseignant. On se rend compte que la majeure partie de la vie de nos enfants et de nos adolescents est opaque. Donc les ados viennent et puis nous parlent de leurs profs, etc. Mais on ne connaît pas les profs, on ne sait pas qui c'est, on les a vus 5 minutes, voilà. Et il n'y a pas de lien entre les profs, les ados, les parents, le proviseur. Tout ça, en fait, c'est très... chacun fait son truc, quoi. Alors qu'en fait, si on s'y mettait tous, il y a énormément de situations qui permettraient aux parents de ne pas passer à côté de certaines choses et également aux profs de ne pas passer à côté de certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle énormément de harcèlement. Et on en parle parce que les profs n'étaient pas du tout concernés. C'est pas qu'ils voulaient pas. Ils ont plein de boulot, les profs. C'est que ça leur venait pas aux oreilles. Les parents ne savent pas forcément non plus. Mais si vous créez un lien entre l'adolescent, l'institution et le parent, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir accompagner l'adolescent correctement dans son bien-être émotionnel sans en arriver à la pathologie, on va dire. Vous voyez ? Donc pour moi, l'idée, c'est de faire de la prévention sur ce lien, de créer un vrai lien, de permettre aux adolescents d'avoir à l'intérieur de leurs établissements des gens avec qui ils peuvent parler, parce que leurs professeurs n'ont pas le temps, parce que l'infirmière n'a pas le temps, parce que la psychologue scolaire est là un jour sur 15. Donc, faire le lien entre l'institution, le parent et les ados, avec des personnes qui seraient dédiées à ça. Puisque, encore une fois, le proviseur, il a d'autres choses à faire. Donc, mettre en place un système qui pourrait être obligatoire, qui serait en fait de la prévention, où quelqu'un de qualifié pourrait parler aux adolescents une fois par trimestre pour voir où ils en sont. Ce qui pourrait aussi beaucoup aider par rapport à l'orientation, surtout arrivés au lycée, parce qu'ils sont assez perdus. Et ça permettrait de créer une dynamique autour de l'adolescent et d'échanger, de voir quelle est la vision du parent, quelle est la vision des professeurs, quelle est la vision de cette personne qui pourrait être là, qui serait une personne finalement qui veille au bien-être et aux autres compétences que les compétences scolaires, en fait. Parce que l'école, c'est les compétences scolaires, mais avant tout, l'école, c'est apprendre à être avec des amis, apprendre à être avec des gens, apprendre le social. Et ça, finalement, si on regarde bien, personne ne leur apprend. Et personne n'est là pour valider que ce soit bien acquis. On demande aux professeurs des écoles de le faire, on demande aux professeurs de collège et de lycée de le faire, mais ils n'ont pas le temps. Et puis, c'est pas dans leur programme. Ils n'ont pas forcément la compétence non plus. Exactement. Voilà, Exactement. Et en plus, on leur refuse souvent des formations. Enfin, bref, ils sont dans des conditions de travail qui sont déplorables. Donc voilà. Alors j'entends ce que vous dites, donc si je comprends bien, vos mesures de quoi s'inscriraient dans ce travail sur le lien, avec du personnel qui ferait le lien. Mais dans cette idée-là, comment ça se passerait ? Parce que les adolescents, les enfants, j'ai reçu dans ce podcast 4 collégiens, collégiennes, dont certains m'expliquaient qu'ils étaient déjà à 38 heures de travail par semaine entre les cours et les devoirs, ce qui est quand même plus qu'un temps complet en entreprise. Du coup, par rapport aux heures que l'enfant passerait à l'école, on fait quoi ? On rajoute un entretien C'est un vrai sujet, parce que est-ce qu'on alourdit encore le... On n'est pas obligé d'alourdir. Je pense que quand on regarde l'emploi du temps des adolescents, on peut trouver 1 heure de permanence dans lequel... Et la remplacer par... Ou simplement dire à telle heure, tu as rendez-vous avec monsieur ou madame machin, et puis tu rattraperas ton cours. Voilà, mais que ce soit pris sur un cours ou sur l'heure du déjeuner, par exemple, et puis on t'offre un sandwich. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de faire. Ça implique aussi que l'ensemble des acteurs et actrices de la vie autour de l'adolescent, parents, professeurs aussi, professeuses, comprennent que c'est un sujet important. Mais je pense que les professeurs entendent que c'est un sujet important. Les parents aussi, mais encore une fois, les parents, ils sont dans leur travail et ils ne sont pas dans l'école, donc ils ne peuvent pas voir. Il faut libérer du temps et, j'allais dire, de la compétence humaine pour ça. Donc la prévention, c'est prendre les adolescents un par un, plus que finalement en groupe, et de leur faire une conférence sur qu'est-ce que le harcèlement. Bien sûr que ça sert de faire une conférence sur qu'est-ce que le harcèlement. Mais vous allez voir un ado, par exemple, qui depuis la 6e voit la même personne, qu'il apprécie, bien sûr. Donc on fait en sorte quand même que ce soit une personne compétente et digne de confiance. Encore une fois, on crée du lien. Voilà, on crée du lien. Qui la voit de la 6e à la 3e une fois par trimestre, et qui discute de comment ça se passe avec les amis, comment ça se passe avec les profs, comment ça se passe dans les apprentissages.
vous avez quelqu'un qui va tout simplement avoir un regard sur l'adolescent que personne d'autre ne peut avoir, même pas les parents. Et cette personne-là, ça, c'est vraiment de la prévention. Et après, on a plein d'outils de psychologues, on a plein d'échelles à faire passer, d'échelles d'adaptation sociale, de compétences sociales, qui seraient très faciles de faire passer à des adolescents en plein milieu d'année pour voir où ils en sont. Alors, c'est de l'auto-évaluation, mais ça sert énormément. Et tous ces outils-là, on ne les utilise pas. Voilà. Donc, pour moi, ce serait bien de faire le lien entre ce qu'on sait des adolescents et leur vie quotidienne, en fait, simplement. Et du coup, les mettre au centre de la réflexion. Bien sûr. Merci beaucoup, Florence Dramy. Je vous en prie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.